Mon premier viol, je l'ai subi dans la maison de celui qui m'a recueilli. C'était très dur. La maison était vide et j'étais seule là-bas. Sa femme travaille dans un hôpital et lui, il était à Dakar avec son fils qui est handicapé. Celui qui m'a violée n'est pas de la famille. Il est venu de la Casamance pour travailler à Porokhane. On ne le connaît pas. Le matin, il partait à Njoro et le soir, il rentrait chez nous et nous étions seuls à la maison. Il m'a menacée puis violée en me disant de ne pas le dire aux autres. Je l'ai longtemps caché à ma tante. Elle l'a su tardivement et cela l'avait rendu très triste. Pour mon deuxième viol, ma perte de mémoire était revenue. Ça pouvait m'attaquer n'importe où et à tout moment. Et j'étais en train de me rendre au travail et ça m'a attaqué en cours de route. Je me suis réveillée dans la rue et j'ai demandé à un passant où suis-je. Il m'a répondu « Vous êtes au cinéma Thiaroye » alors que je devais me rendre à HLM Grand Yoff. Après, je me suis rendue à mon lieu de travail. J'ai fini et je suis rentrée. Arrivée à la maison, j'avais le corps endolori. Je l'ai expliqué à ma colocataire. J'ai remarqué une tache sur mon jean et elle m'a dit ce n'est rien, juste que la chute était dure. Après, je suis restée 2 à 3 mois durant lesquels je n'ai pas vu mes règles. Je l'ai dit à ma colocatrice et elle m'a amenée à l'hôpital. C'est là que j'ai appris que je suis enceinte et c'était vraiment dur pour moi. Ce témoignage d'Halima est un scénario qui nous est devenu familier. Chaque année, de millions de femmes sont sujettes à des violences basées sur le genre, et ce, dans le monde entier. Sur les cas de viol sur mineurs, l'association Avise a traité en 2021 38 cas de viol sur mineurs suivis de grossesse. En 2022, 73 cas de viol sur mineurs suivis de grossesse. Le mal est profond. Guarapuava au Brésil. Le 28 juillet 2018, Tatiane Spizner, une jeune avocate âgée de 29 ans, croulait sous les coups incessants de son mari incontrôlable. Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Le 5 septembre 2022, une jeune bachelière de 17 ans a été prise en otage et violée par un élève de 19 ans. Conakry en Guinée, le 20 novembre 2021, Ma Silla, une jeune fille de 25 ans, meurt malgré 7 opérations suite à plusieurs viols orchestrés par des médecins et un avortement provoqué par ces mêmes bourreaux. Tambacounda, au Sénégal. Le 18 mai 2019, Binta Camara subit une tentative de viol, puis se fait battre à mort. Malika, au Sénégal. Le 13 novembre 2019, Aminataka, 22 ans, est morte après avoir été rouée de coups par son époux qui lui reprochait de n'avoir pas fait le dîner. Cette jeune femme était enceinte de 3 mois. La liste est longue et loin d'être exhaustive. 2019. Dans le monde, quelques 243 millions de femmes victimes de mauvais traitements par un partenaire. Janvier à septembre 2020, 1446 cas de violences basées sur le genre. Selon l'ANSD, le pourcentage de femmes de 15 à 49 ans ayant subi des violences physiques au Sénégal est de 27,8% en milieu rural et 25,1% en milieu urbain. En Guinée, d'après le GBV-IMS,
Parmi les 2033 survivantes de violences basées sur le genre entre juillet 2020 et septembre 2021, notant 38% de violences sexuelles, dont 23% de viols avec pénétration, 20% d'agressions physiques, 20% de violences psychologiques, 15% d'agressions, 12% de déni de ressources et 10% de mariages forcés. En Guinée, d'après la dernière étude démographique sur la santé en 2018, 95% de femmes et filles sont excisées. En Côte d'Ivoire, à Abidjan seulement, d'après les conclusions du CPDEFM, 416 féminicides enregistrés entre 2019 et 2020 et 1290 cas de mariage de mineurs. Sur la même période, 236 femmes tuées en France. Ces chiffres sont effarants et n'épargnent aucun continent. Mais qu'ont-elles fait pour mériter ces violences indicibles? Leur tort, c'est d'être nées femmes. Ces violences sont un sujet tabou pour beaucoup au Sénégal et n'en demeurent pas moins un fléau. Violences sexuelles, violences conjugales, excision, violences psychologiques, pédocriminalité, féminicide, violences domestiques, mariage forcé, mariage d'enfants. Ces violences tout genre faites aux femmes ne sont pas sans conséquences sur la santé physique, mentale et psychologique. Sur la question des conséquences des violences basées sur le genre, notamment les violences faites aux femmes, les conséquences physiques et psychologiques sont nombreuses. On peut les décliner en fonction des typologies de violences, mais de manière générale, on pourrait avancer que au niveau psychologique, on a une cascade de psychotraumas. On a des psychotraumas cumulatifs, on a des psychotraumas qui vont être même croisés, qui vont être transgénérationnels, puisque les femmes se font abîmer depuis des générations et que, contrairement à l'idée que les enfants ne se souviendraient pas des violences qu'ils ont eu à voir ou à subir du fait de leur genre, du genre féminin, mais aussi du fait que les enfants, garçons ou filles, vont être témoins ou victimes des violences vécues par leur mère. On va avoir donc des violences transgénérationnelles en cascade et qui vont s'inscrire à la fois dans la psyché de ces personnes-là, mais aussi on vient de le mettre en évidence au niveau scientifique, ça modifie les circuits neuronaux. Donc on a des incidences qui sont, comme vous le voyez là, articulées sur la psyché et le corps, mais on peut avoir aussi d'autres situations, telles que, tout à l'heure, je parlais de la question des troubles cardiovasculaires, par exemple, hein, avec de l'hypertension, avec des problématiques qui sont liées à des dysfonctionnements cardiaques, qui peuvent aussi impacter au niveau du cerveau avec des problématiques d'AVC, etc. On peut avoir aussi un développement, alors ça vaut pour le cœur, mais ça vaut pour tous les organes, hein. Et puis on peut avoir aussi le développement d'une kyrielle de maladies chroniques, hein, ça va de l'asthme au diabète, etc. Et puis on va avoir des choses beaucoup plus ponctuelles, par exemple, notamment dans le cas de situations de violence conjugale, des atteintes par exemple qui vont être liées à la grossesse, parce que les femmes, on le sait statistiquement, sont des femmes qui sont plus à risque de subir des coups de leurs conjoints, puisque les conjoints sont en difficulté avec l'arrivée d'un nouveau rival, disons. Donc vous avez donc des violences qui vont être vécues au moment de la grossesse. Vous allez avoir aussi des impacts sur le fœtus ou sur le nouveau-né, avec soit des avortements spontanés, soit des problématiques de développement du fœtus avec un ensemble de maladies qui vont en être la conséquence. Les troubles psychologiques sont évidents. Les blessures physiques sont présentes et les maladies cardiaques ne sont pas à exclure. Dans nos sociétés, la violence conjugale n'est malheureusement pas imputée au conjoint. L'excision reste une pratique récurrente et jugée normale pour certains. Souvent forcées à se terrer dans le silence et souffrir, ces victimes se mettent
en marge de la société. Elles supportent l'insupportable pour préserver la cohésion de leur famille et belle famille. Elles acceptent l'inacceptable pour éviter une stigmatisation ultérieure de leurs enfants. Des fois, elles ne sont simplement pas informées de leurs droits ou encore sont découragées par les longues procédures de justice. Même si certaines sont contraintes à se noyer dans la résilience, d'autres, guidées par la providence, sont amenées à toquer la porte d'une maison, la Maison Rose. Située à Guédiawaye, elle accueille des femmes et des enfants en situation de précarité sociale et de souffrance psychologique et physique. Myriam, jeune fille malienne, a travaillé des années chez différents employeurs comme servante sans être payée. Elle s'est retrouvée enceinte de son petit ami qui refusa la grossesse. Entre dépression, grossesse difficile et esselée, elle fut accueillie à la Maison Rose. Là où j'habite, il y a les gens beaucoup là-bas. Les bébés là, c'était prématuré, c'était petit. Il m'a dit, je ne peux pas vivre là-bas. Avec les gens qui beaucoup parce que les bébés là, c'est petit. Je ne peux pas vivre là-bas. C'est le même docteur qui m'a envoyé ici. Elle s'appelle Madame Ba. C'est elle qui m'a envoyé ici. Elle a dit, parce que si je viens ici, parce que c'était opération. Il faut se mettre opération. Je ne peux pas faire rien. Pour manger même, c'était très difficile. Pour l'argent, pour acheter manger, c'était très difficile. À cause ça m'a envoyé ici, parce que ici il y a de manger. Je ne paye pas rien ici. Tout ça, à cause de ça, j'étais venue ici. Fondée par Mona Chasserio depuis plus d'une dizaine d'années, accompagnée de Daniel Wesh, la Maison Rose a accueilli plus de 200 bébés et de milliers de femmes. C'est la maison de la joie et de l'espoir. C'est surtout la maison de la renaissance. Il y en a beaucoup qui viennent, qui ont de pauvres, enfin tu vois, des villages ou tout ça. Et donc on ne veut pas leur donner des choses qu'elles ne pourraient pas avoir après. Donc ici on vit à la sénégalaise. Sa lutte pour ces victimes de violences commença il y a une trentaine d'années, suite à ses expériences différentes parmi l'une d'elles, sa décision de vivre dans la rue avec des sans-abri pour comprendre leurs souffrances. L'important pour elle, c'est de venir en aide à ces personnes afin de leur rendre leur existence. J'avais rencontré un homme qui était en souffrance et quand je l'ai vu, je me suis dit que je pouvais peut-être faire quelque chose. Donc je me suis plus mariée, avec du recul, pour l'aider, pour l'accompagner. Et donc c'est vrai que c'était pas facile du tout. Donc je sais ce que c'est qu'un couple difficile, à comprendre quelqu'un qui souffre. Et ça a duré 20 ans. Et au bout de 20 ans, c'est là où justement j'ai eu une ouverture spirituelle. Et cette ouverture spirituelle m'a permis de comprendre, moi qui soignais avec des médicaments, que justement le mot maladie avait un double sens. C'est-à-dire que je ne pouvais plus soigner avec des médicaments la maladie, la finalité de la maladie, mais il fallait aller à la source de la souffrance. Pourquoi on souffre? Et donc, justement, l'intelligence, elle est là. Et le mystère de la maladie, il est d'aller chercher pourquoi. Et donc, du coup, quand j'ai vécu ça, c'est là où j'ai vu l'autre bord, le contraire, enfin, plus le côté rationnel, mais le côté irrationnel de la spiritualité. C'est-à-dire que là, j'ai compris que chaque être humain portait en lui une histoire et que ce n'était pas juste de soigner la faim comme ça, mais qu'il fallait l'aider à dénouer ses nœuds, justement pour qu'il comprenne qui il est. Et c'est cette renaissance-là que j'ai essayé de mettre en place. Pour Mona, mère de milliers de victimes, la Maison Rose n'est pas une simple maison,
mais c'est un ventre, un endroit qui couvre, car chaque femme est unique et chaque femme arrive avec son histoire pour renaître. Pour parler, il faut que tu sois bien, quoi, dans un endroit qui te mette à l'aise. Et là, petit à petit, sortent les choses et on arrive, tu vois, à décoder. Tiens, voilà, on a une piste, tu vois, où on a un numéro de téléphone, on peut y aller, tu vois. En venant à la Maison Rose, elles sont courbées sous le poids de grandes souffrances. Elles sont accompagnées par une équipe qui les aide à se relever. Cette équipe est composée d'éducatrices, de psychologues, sociologues, infirmières. Elles sont prêtes à se battre pour une personne afin de mieux l'aider. Chacune dans l'équipe a un rôle spécifique, je dirais. Il y en a une qui va travailler avec l'AMO, qui est la justice. Une autre qui va travailler plus quand elles ont bien longtemps travaillé leur histoire pour savoir le métier. Voilà, enfin chacune a un travail spécifique. Il y a une infirmière aussi, parce qu'il y a toutes les grossesses à accompagner, hein, ou des enfants qui arrivent brûlés ou avec des choses qu'il faut soigner. Hein. Bon, j'ai accompagné un cancer aussi, qu'on nous avait mis parce qu'il n'y avait personne qui voulait l'accueillir. Donc là, j'en ai une qui a peut-être ça aussi, le cancer, qui est venue d'un autre pays. Donc voilà, en fait, ici, c'est multiple. On ne dit pas, tiens, ça, je n'en veux pas, je la mets à côté. Non. Nous, on accueille, on essaie de comprendre. Chaque cas est un cas unique. Chaque femme, chaque fille qui rentre dans la Maison Rose vient avec son sac à dos. Donc, nous, notre rôle, c'est de faire sortir, c'est-à-dire d'ouvrir ce sac à dos et de sortir ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, c'est la personne qui le fait. Nous, on l'aide à cela. À travers les ateliers que nous faisons, qui ont des sens thérapeutiques, à travers les entretiens individuels, les focus group, de vivre ensemble. C'est comme ça qu'on les accompagne. À travers différentes activités et ateliers, l'équipe de la Maison Rose aide ces femmes à extérioriser leur mal sans être brusquées, à aimer leur enfant né d'un viol, à aller de l'avant, à s'aimer de nouveau. Couture, fabrication de bijoux, dessin, coloriage, un programme bien défini. Il faut dire que chaque femme est unique. Hein. On ne peut jamais mettre des dates. Tu vois, parce qu'elles arrivent, il faut déjà qu'elles aient cette confiance, qu'elles ont très vite. Hein, parce qu'ici, il y a tellement de joie. C'est vraiment une maison de la joie, avec les bébés, avec tout ça. C'est vraiment une maison de la joie. Donc, en général, 2 jours, elles sont dans la souffrance avec leur tête extérieure, je dirais. Et quand elles arrivent ici, immédiatement, tu les vois s'ouvrir. Avec les ateliers et avec la vie dans la maison avec les autres. Et la grosse là, hein? Salut. Bonjour, ça va? Ça va bien. Voilà. Tu vois. Les ateliers sont les supports. Donc par exemple, tu vas voir un dessin et ce dessin va te parler. Pourquoi elle a fait ce dessin? Qu'est-ce que ça veut dire? Les couleurs qu'elle y a mis. Donc si tu vois, perpétuellement, on tire le fil pour inverser le négatif en positif et d'aller plus loin chercher les choses cachées. Celles qui ont fait les bijoux, donc elles sont 3, elles ont fait un travail extraordinaire sur elles quand elles sont arrivées et aujourd'hui, mais incroyable quoi, c'est plus les mêmes, vous les entendez parler, c'est vraiment une renaissance. Et c'est pour ça, à partir du moment où on sent que ça y est, elles ont fait ce parcours, qu'on peut les mettre dans leur travail. Parce qu'on sait qu'elles vont le faire parfaitement, puisqu'elles ont découvert la beauté aussi. Et donc, c'est ce qu'on veut faire maintenant, c'est innover des métiers. Innover des métiers de femmes, justement, pour qu'elles se développent dans la beauté. Les ateliers, c'est tous les jours, le matin comme dans l'après-midi. Donc, nous faisons le théâtre, les contes pour l'imaginaire, le dessin, la création pour faire sortir l'inconscient, le colorage pour apaiser la personne. Donc tout cela, c'est thérapeutique. Le yoga pour créer une communication interne, surtout pour les femmes enceintes,
qui viennent avec des grossesses non désirées, des fois c'est des victimes de viol, ou des fois il faut recréer le lien entre la mère et l'enfant qui n'est pas encore né. Parfois, quand elles arrivent, c'est « j'en veux pas, je vais abandonner à la naissance ». Mais nous, ce qu'on fait comme travail, c'est de travailler cette relation-là pour que, malgré tout, quand ton enfant va naître, tu vas l'aimer et tu vas l'accompagner dans la vie. Celui-là, il est abandonné. En fait, on ne sait pas qui il est perdu, mais ça fait combien? 3 mois, je crois qu'on l'a ici. 3 mois qu'il est perdu? Oui, mais personne ne le réclame. Ils sont abandonnés. Oui, oui, oh bah, tu sais, on a ce qu'il faut parce que nous, c'est nous qui avons fait rapide protection et tout ça. Mais, tu sais, on est les spécialistes. Hein. On a fait des choses que personne n'a fait. Donc, mais quand les parents ne veulent plus d'enfants, bah, tu vois, ils ne se manifestent pas, quoi. Ce qu'on fait, c'est atelier, on fait ici, on fait atelier, les dessins, Gloria, les massages bébés. S'occuper de ces femmes, c'est être disponible et à l'écoute. C'est être une épaule sur laquelle s'épancher. C'est d'être humain avant tout, pouvoir travailler son émotionnel afin de permettre à la personne de trouver un équilibre. Quand tu fais ce travail, il faut vraiment un don de soi. Il faut vraiment avoir des qualités humaines d'abord. C'est pour cela que des fois, la formation peut ne pas impacter beaucoup s'il y a les qualités humaines qui prennent le dessus sur toi. Parce que quand on a des qualités humaines et qu'on voit l'autre comme soi, c'est là qu'on peut l'aider. Ce n'est pas d'être dans l'émotionnel. Il faut beaucoup travailler son émotionnel parce que pour pouvoir aider la personne qui est en bas, il faut pouvoir lui donner la main. Mais quand on est en bas avec elle, donc des fois on a du mal à le soulever. Il faut que la personne puisse s'appuyer sur toi pour se relever. C'est pour cela qu'il faut beaucoup travailler son émotionnel pour pouvoir faire cet accompagnement-là. Des centaines, des milliers de femmes aujourd'hui qui sont passées ici hein, et qui sont plus pareilles après. Parce que c'est elles qui deviennent témoins. Déjà, quand elles retournent dans leur famille, la famille dit « mais elle n'est plus comme avant ». Tu vois? Mais elle n'est plus comme avant. C'est incroyable. Des fois, c'est par la souffrance qu'on grandit. C'est par l'arrêt sur soi qu'on se pose les véritables questions. Rien n'est perdu d'avance pour ces victimes de violences de tout genre. Avec un bon suivi, elles peuvent renaître de leur souffrance, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Quand elles arrivent violées, c'est arriver à se dire « je ne peux pas changer ce qui est arrivé ». Dieu ne nous a pas mis des yeux derrière la tête, tu comprends? Et le but de notre travail, c'est de permettre d'inverser le regard. C'est au lieu de regarder toujours ce qui est négatif depuis l'enfance, j'ai été battue, j'ai été abandonnée, j'ai vécu ça, au lieu de regarder toujours derrière, c'est apprendre à revenir aujourd'hui je suis. Tu comprends? Et j'ai un potentiel, je connais mes valeurs et maintenant je peux aller vers demain. Ces 3 filles qui ont fait des bijoux, eh ben, presque toutes avaient vécu des choses très très dures avec les hommes, toutes, hein, les mariages forcés, battus, enfin tout ce que tu peux imaginer, mais elles ont laissé ça parce qu'elles sont venues à aujourd'hui. Et quand elles ont eu le bébé qu'elles ne voulaient pas, hein, il y en a qui voulaient l'abandonner ou le tuer, hein, et ben après tu l'aimes. Parce que nous on apprend justement à travailler la grossesse. Donc c'est, voilà, ce bébé il n'a rien demandé, mais j'apprends à l'aimer. Et donc quand le bébé naît, on fait un grand travail aussi avec l'enfant, c'est-à-dire il y a les massages, il y a tout. Je découvre mon enfant avec ses qualités parce que chaque enfant est unique. Tu vois, tu n'en as pas de pareil. Donc c'est apprendre qui est mon enfant. Et c'est pour ça que on va faire la petite maison rose qui va être un lieu spécifique pour accompagner les bébés, tu vois, et les enfants jusqu'à 5 ans, de manière à ce que l'enfant s'éveille avec cette capacité d'avoir un œil ouvert, à la fois symbolique et à la fois de ce qu'il voit.
Malgré cet havre de paix qu'offre la Maison Rose pour ces personnes en souffrance, tout n'y est pas rose. Nos financements viennent de l'UNICEF, où on est très proche, on travaille bien avec eux, et les Save the Children. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec le Covid plus l'Ukraine, eh bien, les financements sont vraiment très diminués, et c'est notre gros problème. Et donc là, on est dans une mauvaise passe, hein, puisqu'on avait un endroit pour les garçons qu'on est obligé de fermer, à notre grand désespoir, parce que c'était un lieu unique aussi. Mais quand on n'a pas, on n'a pas. Puis on est une association. On n'a jamais reçu un sou d'État. Enfin, moi, je suis venue faire ce que j'avais à faire. Mais j'aimerais bien qu'on soit beaucoup plus aidés, parce que on fait quand même des choses qu'aujourd'hui, qui est devenu un exemple. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se réfère au travail de la Maison Rose, voilà, et de tous ceux qu'on a accompagnés, quoi. Parce que quand ils sont, après, ça devient des témoins. Soutenir financièrement ou matériellement la Maison Rose, c'est apporter sa pierre à l'édifice de l'espoir et de la joie pour ses victimes. Leur combat est le combat de tous. Au Sénégal, des âmes généreuses et sensibles font de ces souffrances leur priorité. Nommons la Maison Kayam, l'Association des violences faites aux femmes, l'Association Vie, Santé, Éducation, l'Association des femmes juristes du Sénégal et bien d'autres. La violence à l'égard des femmes, ça suffit. Disons stop. Awa, Amoué, Fernanda et vous toutes, vous êtes fortes. Vous portez le monde. Alors, brisez la chaîne du silence et de la peur. Battez-vous, relevez-vous, avancez. Votre combat est notre combat.